Oui, je souhaiterais que ma femme soit prévenue. Non, je n'ai pas besoin de voir de médecin, je ne suis pas malade. Non, je ne souhaite pas faire appel à un avocat parce que je suis innocent. C'est un métier où il faut sans arrêt s'adapter à des situations diverses, à des gens divers. Parce qu'à l'époque où j'ai rencontré Dutronc et Gainsbourg, c'est à cette époque-là qu'il y a aussi eu l'attentat de la rue de Rennes. Et ce jour-là, à ce moment-là, j'étais à la gare Montparnasse en voiture avec un de mes collègues, un fonctionnaire de la brigade de la 6e division de police judiciaire, et on a entendu cette énorme détonation. On était gare Montparnasse, et on a vu des gens qui couraient dans tous les sens. On est allé vers l'endroit où ça avait pété, et on voyait une colonne de fumée monter, et on est arrivé rue de Rennes devant chez Tati. On était les seuls flics à être là à ce moment-là, il n'y avait pas encore police secours, il n'y avait pas les pompiers, et on a tout de suite vu le désastre, cette scène de guerre devant laquelle on était. C'est extrêmement choquant, c'est extrêmement traumatisant, parce qu'on se sent parfaitement impuissant. Je me souviens de ces morts, de ces blessés qui étaient sur la chaussée. Je me souviens notamment d'une des victimes qui avait un bras arraché, ni plus ni moins, et à laquelle je parlais en disant « Vous inquiétez pas, les pompiers vont arriver, le SAMU va arriver, etc. » Et on ne sait pas quoi faire à ce moment-là, on ne sait pas du tout quoi faire. J'ai bien sûr appelé l'état-major, enfin on prévient tout le monde, l'état-major, les SAMU, les pompiers, mais individuellement, à deux, on peut strictement rien faire. On le sait tous, c'est un métier collectif, c'est un métier où il faut être nombreux pour arriver à faire quelque chose, il faut être très soudé, très cohérent, c'est une organisation. Et là, c'est bien la preuve que seul, on est complètement désemparé devant une scène comme celle-là. Alors oui, c'est ça ce métier. Un jour, on fait la fête avec Gainsbourg, et puis le lendemain, on se retrouve comme ça à rue de Rennes, obligé de faire son métier de flic sans en avoir les moyens à ce moment-là. Et ça, c'est pas facile du tout. Ouais, c'est des souvenirs difficiles, ça, bien sûr. On ne peut pas oublier ce qu'on dit, un certain nombre de blessés. On ne peut pas oublier un certain nombre de scènes. On est des humains, bien évidemment qu'on est des humains. Donc il y a des choses qui restent gravées dans la tête, qu'on enfouit pendant un certain temps, qui sont bien dans une case, parce qu'il faut continuer, on continue. Et puis ça ressort plus ou moins bien à un certain moment de la vie. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand j'entends des détonations dans la rue, je pense tout de suite à des coups de feu. J'ai toujours l'impression qu'il s'agit de coups de feu. En fait, c'est un pot d'échappement mal réglé ou un truc comme ça. T'entends quand j'ouvre une porte, j'ai l'impression qu'il y a un cadavre derrière. Je me marre tout seul quand je pense à ça. Je me dis, c'est complètement con, enfin, c'est complètement idiot. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'ouvrir une porte et de voir le cadavre derrière. Donc c'est forcé, il y a une association quelque part. Et c'est presque normal que d'avoir de revivre un peu tout ça, bien sûr. Ah, Thierry Paulin sympathique. Ah oui. J'aurais mieux fait de me taire ce jour-là. Vous voyez, il ne faut pas parler quand on rentre chez soi, il ne faut rien dire quand on rentre chez soi. Thierry Paulin, j'ai eu la chance, quand j'étais à la BRB, d'être saisi du dernier meurtre commis par Thierry Paulin. C'était dans le 14e arrondissement. C'était le meurtre commis sur la veuve Germont, qui habitait, je crois, c'était vers la rue d'Alésia. On fait les constatations, on est saisi par le parquet. Curieusement, normalement, c'est la brigade féminine qui aurait dû être saisie, mais le substitut de permanence ce jour-là décide de saisir la PRB en me disant il s'agit d'une affaire de banditisme, c'est pas une affaire d'homicide normal, etc. C'est lié à des vols, c'est lié, etc. Donc je saisis la BRB qui est compétente pour ce genre d'affaires. On est saisi alors que c'était évident que c'était le tueur des vieilles dames. Il n'était pas identifié, Thierry Paulin, à cette époque-là, pas du tout. C'était le tueur des vieilles dames. Il était surnommé par la presse le tueur des vieilles dames de l'Est parisien. Donc on travaille sur la scène de crime, on ne trouve pas grand-chose sur cette scène de crime, mais j'ai la chance, quelque part, de connaître deux flics de voie publique. Il y avait des voies publicards à l'époque, des fonctionnaires de police qui essayaient de faire des voleurs à la tire, etc., qui suivent les gens dans la rue, qui ont un comportement bizarre, qui viennent me voir et qui me disent, parce que je les connaissais, et qui me disent, tu sais, on a suivi un mec dans le coin, on se demande bien ce qu'il faisait, on l'a paumé plusieurs fois, on l'a revu, c'est un Antillais blond. Et puis ils me le décrivent vachement bien. Ce signalement correspond
au signalement que j'avais recueilli quand j'étais dans un service, c'est toujours dans cette 6e DPJ, de femmes âgées agressées à domicile par un Antillais aux cheveux clairs. Donc on se dit à la BRB, c'est quand même marrant, on va faire une diffusion de ce mec-là parce qu'il a été perdu par ses fonctionnaires, vraiment, dans le secteur où habite la victime, tout près de chez elle. Donc c'était un vendredi soir, on tape sur une machine à écrire le signalement de celui qui sera identifié comme étant Thierry Paulin, un Antillais d'1m75, 80, je sais plus, mince, cheveux blonds, Antillais aux cheveux blonds. C'est déjà assez significatif. Enfin, il y en a pas 250 sur la place de Paris. Et le mardi suivant, ça c'était un vendredi soir, et le mardi suivant, un de mes collègues commissaires de police, le commissaire Jacob, m'appelle en me disant, en rentrant de déjeuner, j'ai croisé un mec qui ressemblait étrangement au portrait, enfin, à la description du type que tu nous as envoyé comme étant probablement l'agresseur des femmes âgées. Il est dans mon bureau. Il se demande ce qu'il fait là, il est dans mon bureau. Il t'inquiète, je lui envoie deux fonctionnaires de la BRB pour aller le chercher. Ce type, je le vois, il est pas mal. Je le fais emmener à l'identité judiciaire, là où on prend les empreintes digitales. Ces empreintes sont relevées et ces empreintes correspondent à celles qui ont été relevées sur la première scène de crime attribuée à Thierry Paulin, puisqu'on l'a identifié comme étant Thierry Paulin dans le 18e arrondissement de Paris. Je le fais revenir dans mon bureau. Et là, il me raconte tout. Mais sans grande difficulté, il me raconte qu'effectivement, la veuve Germont, c'est bien lui, qu'il l'a suivi, il est parti du marché, il l'a suivi, elle est rentrée chez elle, il est rentré chez elle derrière, il l'a étouffé avec l'oreiller, étranglé, il lui a piqué le peu d'argent qu'elle avait, puis il s'est barré. Et à chaque fois, il faisait, c'était le même mode opératoire, c'était le même processus, et il me dit, j'ai dû en commettre 20, 21, comme ça. Et le soir, quand je suis rentré chez moi, j'ai quand même raconté à ma femme que, ma foi, dans la journée, on avait entendu le tueur, ça faisait la une de tous les journaux, le tueur de l'Est parisien qui s'appelait Thierry Paulin, etc. Enfin, je lui raconte un peu l'histoire. Puis je lui dis, je l'ai entendu quand même, il est plutôt sympa ce mec-là. Elle me dit, mais t'es complètement cinglé, t'es devenu... Parce que pour elle, c'était un monstre, bien évidemment. Et c'est un... Enfin, non, c'est pas un monstre. Les monstres, ça n'existe pas. Mais c'est un type qui a commis l'inhumain, c'est un humain qui a commis l'inhumain. Donc, c'est pas quelqu'un de sympa. Non, bien sûr que non, c'est pas quelqu'un de sympa. Mais il était sympa parce qu'il avait parlé, parce qu'il y avait eu un contact qui s'était noué, parce qu'il m'avait raconté son ressenti des choses. Elle a dit, oh, tu sais, de toute façon, elle serait morte bientôt. Moi, je fais qu'un peu accélérer les processus. Enfin, qu'un certain nombre de trucs assez étonnants qui fait que quand ils parlent comme ça, il y a forcément, on rentre un peu dans leur jeu. Parce que notre métier, c'est de les faire parler. C'est pas de dire c'est bien, c'est mal, on n'est pas juge, moi je suis pas juge du tout. Moi je dois obtenir un certain nombre d'éléments qui permettent au juge de juger dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire de recueillir un maximum d'éléments. Et plus il parle, plus je suis content. Donc s'il parle, il est sympa. Est-ce qu'il fallait tuer Human Bomb? À mon avis, la question ne se pose pas. Il n'y a même pas de question à se poser en ce qui concerne Human Bomb. J'étais avec les effectifs de la BRI à l'école primaire de Neuilly-sur-Seine. Le RAID s'occupait de tout ce qui se passait à l'intérieur de l'école et la BRI avait pour mission de suivre Human Bomb au cas où il serait sorti de l'école avec des otages, parents d'élèves et élèves, c'est ce qu'il avait demandé. On était chargé de le suivre, de le neutraliser quelque part dans la nature. Ce qui aurait été extrêmement difficile, eu égard au nombre de journalistes qu'il y avait à l'extérieur, eu égard à la médiatisation de cette opération. C'est évident qu'il y aurait eu plein de... Enfin, ça aurait été très très compliqué à faire, il valait mieux qu'il reste dans l'école. Bien. Qu'est-ce qu'il y avait en balance à ce moment-là? Il y avait un type qu'on n'avait pas identifié à ce moment-là, qui avait des vrais explosifs. On savait que c'était des vrais explosifs. Qui avait le doigt sur le détonateur, qui était prêt à faire péter cette école, à faire exploser cette école. Il y avait des enfants de 5-6 ans dans une classe. Il restait 6 enfants dans cette classe, 6 mômes de 6 ans. Bon, plus la fatigue avançait, plus le temps avançait, plus Human Bomb, Eric Schmitt à l'époque, son vrai nom, Eric Schmitt, était tendu, nerveux. C'est évident qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ce type voulait, c'est à peu près écrit ça, se suicider et probablement pas se suicider seul.
Bon, je préfère, on a tous préféré quelque part. C'est triste à dire parce qu'on ne souhaite jamais la mort de quelqu'un. Mais là, il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait pas d'autre. L'alternative, elle était simple. Ou c'était nous qui le faisions cesser, ou lui faisait cesser tout, mais avec les mômes. Donc, le choix, il était évident. Il fallait profiter de la première occasion pour le neutraliser. Si les fonctionnaires du RAID avaient pu le neutraliser vivant avant qu'il se réveille, il l'aurait bien évidemment fait. Seulement, il s'est réveillé au moment où ils approchaient de lui. Il pouvait appuyer à n'importe quel moment sur ce... Et les enfants étaient encore dans l'école. Donc, il n'y avait pas de choix. Comme on dit au bas des PV, après avoir lu, persiste et signe.